Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Milkshake, le premier podcast produit par Utopix et Alpesque Production. Depuis des années chez Utopix, on accompagne des milliers de photographes pour les aider à développer leur business. Et aujourd'hui, on a décidé de vous partager les meilleurs secrets de vente et d'activation marketing pour vous aider, vous aussi, à faire grandir votre activité. Dans cette émission, on va accueillir des brutes de vente, des génies du marketing ou tout simplement des personnes qui ont su faire la différence dans leur domaine pour devenir les meilleurs. C'est parti, bienvenue dans le Milkshake. Bon, et Nathan, merci d'être là. Aujourd'hui, tu es le premier invité du Milkshake. Génial. Le milkshake est beau en tout cas. Il est prêt. Ça laisse présager de bonnes choses. Donc, j'espère que, comme tu dis, t'es pas allergique au lactose, sinon ça va être un flop total des premiers épisodes. On va le savoir dans le premier épisode. Ouais, c'est fou. Mais merci à toi. J'étais super content que tu sois là aujourd'hui parce que je crois que ton profil est super intéressant. Tu as fait énormément de choses et le but justement de Milkshake, c'est de montrer aussi des entrepreneurs, des gens qui tentent des choses, qui ont un parcours qui est très vite diversifié. Ouais. Et donc, on va un petit peu passer en revue tout ça aujourd'hui avec toi. Et alors, en lisant ton profil et un petit peu en faisant notre enquête, moi, le truc qui m'a directement frappé, qui m'a fait marrer, c'est Nathan, il a commencé à 14 ans. Ouais. C'est une légende ou c'est c'est une vraie histoire? C'est vrai et en passant forcément à côté d'autres choses, quoi, tu vois, mais je crois que très vite, je me suis retrouvé... Bon, allez, pour revenir sur ma scolarité rapidement, tu vois, j'ai jusqu'à mes 13-14 ans, ça se passe très très bien. J'avais sauté une année quand j'étais plus jeune, donc j'avais une année d'avance. Donc voilà, ça se passait bien. Et puis, vers mes 13-14 ans, je change d'école et un peu par hasard, je tombe dans ce truc des blogs, de Twitter, du journalisme, etc. Et en fait, dès que je suis rentré dedans, j'étais à 200%, quoi. Donc en fait, qu'importe l'âge à ce moment-là, c'est juste, j'avais trouvé ma passion, en fait. Tu vois, comme j'aurais pu trouver comme passion le fait de faire du dessin ou le fait de faire un sport, quoi. J'avais trouvé mon truc. Et donc, oui, et il s'avère qu'en fait, ça s'est emballé très très vite, quoi. J'ai ouvert un blog. Donc j'avais 14 ans. Je suis repéré par le journal français Le Figaro un mois après. Il y a un journaliste là-bas qui me demande pour écrire pour eux. Et puis, prenant goût à l'écriture, je me dis, mais en fait, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble dans une vraie rédaction. Et donc, j'envoie un mail à La Meuse-Verviers, parce que je viens de Verviers, du coup, à La Meuse-Verviers, qui à l'époque était le plus gros journal disponible dans la région, et à L'Avenir aussi, donc l'autre journal. L'Avenir, ils n'ont jamais répondu. La Meuse, ils ont répondu. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et certes, j'avais 14-15 ans, mais en fait, j'avais juste trouvé mon truc, quoi. Mais à 14-15 ans, quand tu commences ça, tu le fais en solo, tes potes, ils font pas ça. Non, mais par contre, allez, autour de moi, j'avais quand même des gens qui m'encourageaient vachement. Ouais, c'est ça. Qui trouvaient ça marrant aussi. Mais oui, c'est sûr que j'ai pas vécu la même jeunesse que d'autres. J'ai pas de regrets particulièrement aujourd'hui, parce que je crois que je suis pas de base non plus un mec qui est un gros sorteur, qui aurait été beaucoup dans les bars, en boîte, etc. Parce que, depuis, j'y suis pas vraiment allé. Mais j'ai pas de regrets, mais c'est vrai que c'était une manière différente de commencer sa carrière dans le milieu du travail, on va dire. J'ai commencé quelques années plus tôt, quoi, juste. Ouais, mais c'est dingue de si jeune de directement trouver sa voie. Il y a des gens qui cherchent leur voie pendant des années. Toi, aujourd'hui, ça confirme qu'à 14 ans, tu avais déjà vu juste, tu savais que tu allais être dans le monde des médias. J'imagine que ça t'amusait juste au début, ou tu pensais déjà comme une carrière. Écoute, non, pas du tout. En fait, c'est un petit peu comme par après, tu vois, il y a eu la radio, la télévision, etc. J'avais pas d'objectif, ok, je veux dire, dans 5 ans, je vais être en télévision. Jamais, même, en fait. C'est juste que j'ai aimé l'écriture. Donc, l'écriture m'a amené à faire un peu de journalisme. Et le journalisme m'a amené à faire de la communication. La communication m'a amené à faire de la radio, et ainsi de suite, tu vois. Mais il n'y a jamais vraiment quelque chose que j'ai profondément désiré. Je me suis laissé voyager. Et c'est pas très mentalité entrepreneuriat, tu vois, ce truc. Parce qu'en général, tu as un plan sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, et tu sais quelle est ton exit stratégie, etc. Et en fait, moi pas, je sais où j'ai commencé, mais je sais pas où ça va se terminer, quoi. Donc, pour le moment, je m'amuse juste. Et puis, c'est vrai que on va dire, le chemin change en permanence, mais ça va, quoi, tu vois. Ah, c'est marrant, je pense que tu vas halluciner quand je vais te dire ça, parce que j'ai un souvenir de toi. Alors, j'espère que je me trompe pas. Tu avais partagé, j'ai un souvenir, j'ai pas retrouvé le truc, genre sur Facebook, une interview que tu avais fait avec Stromae. Tu étais un gamin. Ouais. J'ai trouvé ça trop drôle. Ouais. Coup de chance. Écoute, il n'était trop pas marrant. connu à cette époque-là, pas vraiment. Il venait tout juste de sortir à Laurent Danse, donc ça commençait à prendre en Belgique, en France. C'était en 2009, si je me trompe Et pas. toi, tu fais une interview avec lui et depuis ton ordi, quoi. Ouais, en fait, à l'époque, c'est une opportunité qui vient à la base du Figaro, justement, pour qui je bloguais, en fait. Eux refusent l'opportunité parce que je crois qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire, je sais plus très bien. Et en fait, je me retrouve au téléphone avec son manager, Dimitri, qui a été son manager pendant longtemps, qui me dit, mais attends, t'as 14 ans, mais Ouais. t'es sûr, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et il me parlait, il y croyait pas, quoi. Et je disais, mais si, j'aimerais faire une interview Stromae et tout, tu vois, avec la voix qui est un peu moins muée, et donc et moins de barbe.
Et du coup, je dis non, si, et tout. Et puis il me dit, bon, ouais, ok, bah écoute, on fait ça, on va organiser ça, on fera une interview en vidéo. Et j'avais lancé, entre guillemets, un concept, c'est de faire l'interview par Skype. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, ça paraît bateau, mais à l'époque, c'était un peu, waouh, ok, t'enregistres ton écran, c'est un peu fou et tout. Et en fait, je fais l'interview dure 50 minutes. Stromae est comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire génial, en fait, il me donne Il a l'air, beaucoup. ouais. Et le call s'arrête, j'appuie sur le bouton fin d'enregistrement et ça fonctionne pas en fait. Et donc en gros, j'avais un ordi qui était pas assez puissant, Ouais. j'en sais rien, j'étais pas équipé, je m'étais trouvé une solution en quelques heures quoi. Et donc là, fallait me voir quand j'emmenais pas large, j'avais tout 14 ans, enfin, T'avais j'étais rien enregistré. vraiment non, il y a rien qui était enregistré et je suis là et j'étais vraiment pas bien quoi, donc j'étais dégoûté et donc j'envoie un C'est bien message que tu le dises parce qu'on a l'impression que tout est facile là. Le mec il prend Non. Stromae directement, il a son interview, Non, donc non, ça a non. foiré quand même. Ça a foiré directement et j'étais dégoûté. Donc Ouais. j'envoie un message au manager, je dis écoute, ça n'a pas marché, etc. Il me dit écoute, demain on doit prendre l'avion, on a 20 minutes le matin, je te propose 20 minutes, mais trouve une solution et t'as pas intérêt à te foirer cette fois-ci. Donc, le lendemain, ouais. il est 6h du mat. Enfin, faut se dire, j'ai 14 ans, quoi, je suis censé aller à l'école normalement, tu vois. Il est 6h du mat, je me réveille, je suis là, je configure tout, ça doit fonctionner, j'ai changé de logiciel, et ça, tout va bien. Je fais l'interview, et alors ce qui est trop marrant dans l'interview, c'est que tu vois, en fait, 3 minutes avant qu'on commence l'interview, il vient de se lever, et en fait, il vient de se réveiller, quoi. Donc il se gratte un peu partout, tu sais, c'est le matin, Il quoi. sort du lit quoi. Il sort du lit, t'as son manager qui passe derrière en slip, qui va prendre une douche. Enfin, tu vois tout à l'image, c'est vraiment génial. Extraordinaire. Ouais. L'interview fait 20 minutes, l'enregistrement fonctionne, je la diffuse, et ouais, c'était un trop bon moment. Wow. Et je suis encore aujourd'hui hyper reconnaissant de ça, parce que c'est vrai que c'est un truc dont on m'a souvent parlé petit à petit. Et puis c'est aussi une fierté de me dire, ah ok, je l'ai eu quand Dingue. peu de médias l'avaient eu. Ouais. Et il a été juste trop chouette en fait. À ce moment-là. Ouais. Sacrée anecdote. Hein. Ouais. Je t'ai lancé là-dessus, mais. Mais le fait que ouais, j'avais une belle interview de 50 minutes et qu'en fait, non, Ouais. elle a disparu quoi. Horrible. Incroyable. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Et un autre truc, tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est l'image que j'avais de toi, c'est que j'ai l'impression que tu avais énormément de contacts. Tu étais j'ai l'impression que tu étais ami avec beaucoup de jeunes artistes. Tu commençais à avoir un réseau. C'était une volonté de ta part. Tu t'es dit, ouais, ces gens-là m'intéressent, j'ai envie d'apprendre à les connaître. Tu les as rencontrés un petit peu via, mais j'ai l'impression que très jeune, tu as eu un réseau d'amis, de connaissances qui étaient des artistes qui t'intéressaient. Ouais. Comment ça se passait à ce niveau-là? Tu avais un but ou... Mais je crois qu'il y a un côté un peu communautaire en fait. C'est-à-dire Ouais. que tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et tu te lances dans un milieu, tu as envie de trouver des personnes qui vont te comprendre et Ouais. qui vont avoir la même chose que toi en tête. Typiquement, il y a un gars comme Célestin Vergifos qui était entrepreneur, qui avait le même âge que moi. Lui aussi, bah, très vite, on a matché parce qu'en fait, on pensait de la même façon, on vivait les mêmes choses. Et donc, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Moi, j'adore rencontrer des gens. Alors, je suis quelqu'un de très timide en général. Ouais. Enfin, je suis pas hyper dans un networking, par exemple, je suis très mauvais. Par contre, une fois que je connais les gens, j'adore pouvoir les connecter entre eux et faire des liens, etc. Ce qui est un peu, en fait, c'est marrant, les débuts de ce que je fais dans l'agence aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est-à-dire les relations publiques. Ça, j'adore en fait connecter les gens. Et donc, ouais, j'aime bien, tu vois, pouvoir découvrir une personne qui va me faire découvrir une autre personne, puis une autre personne. Puis, Ouais. ces deux-là, ils peuvent aller ensemble, etc. Donc, ouais, je crois que ça s'est fait très vite de voir des gens qui avaient plus dans la même tranche d'âge que moi, avec qui on partageait les mêmes, peut-être pas les mêmes passions, mais la même manière de fonctionner. Et puis ça va vite, quoi, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que dans ton parcours, et quand tu dis connecter les gens, j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de choses aussi sans attendre en retour. Tu vois, genre, j'ai l'impression que des fois, ton plaisir, c'était de connecter les gens ou de faire connaître des gens. J'ai vu que parfois, que tu avais genre, je sais pas, c'est un peu l'image avec l'extérieur, hein, mais genre des poulains, Ouais. et que tu te battais pour eux, et que tu Ouais. voulais les faire connaître, tu leur mettais des trucs, et je ressentais pas qu'il y avait spécialement un intérêt de ta part derrière, à part le plaisir de les aider. De Ça fou. fait un peu bateau, mais c'est vraiment la sensation que j'ai quand je Ouais. vois ton parcours, tu vois. Et je me dis, Mm. à un moment donné, ça paye aussi, malgré tout, parce que je pense qu'il faut savoir donner sans attendre, et puis il y a des bonnes choses qui t'arrivent. C'est un peu ta mentalité. Hein. Franchement, de fou. Parce que je te dis, je ressens une réelle excitation à voir un projet ou une personne que je peux aider passer à plusieurs niveaux Ouais. au-dessus, tu vois. Je C'est ça ressens ton vraiment une réelle plaisir. excitation sur ça. Mhm. D'où le côté, tu vois, mise en connexion et tout. Pas plus tard que ces dernières semaines, en fait, je travaille avec un combattant de MMA. Je ne connais... Alors, le sport, je suis pas quelqu'un qui suit énormément le sport. Je suis pas le foot ou quoi que ce soit. Je connais pas le MMA, j'ai jamais fait de sport de combat, rien du tout. Mais je sais pas, j'ai rencontré les gars, j'ai rencontré l'équipe, je les ai adorés. J'aurais dit, en fait, laissez-moi bosser avec vous, quoi. En fait, laissez-moi vous aider. Et donc là, c'est depuis ces derniers mois, bah, c'est marrant parce que moi, je découvre un tout nouveau milieu. Moi, je leur permets d'être exposés médiatiquement. Donc, ils ont eu des reportages sur la RTBF, sur RTL, sur des gros médias, etc. Donc j'ai l'impression de les aider à passer un step au-dessus. Ouais. Et ça, c'est un truc que, effectivement, j'ai fait depuis ces 10 dernières années. Parce que je crois que c'est un peu le côté give back to the community, quoi. Tu vois, je suis content de pouvoir accéder à certaines personnes, à certains médias, de pouvoir, voilà, d'avoir eu accès à tout ça très jeune.
Et j'ai envie d'en faire profiter les autres. Après, forcément, quand tu as du coup un business comme une agence, c'est compliqué parce qu'il faut trouver le juste milieu entre gagner de l'argent et se faire kiffer. Et ça, ça a été très souvent difficile en fait. Parce que parfois, je travaille sans m'en rendre compte. Et les gens le voient et je dirais pas l'utilisent, mais ils disent ok, on va continuer à demander des trucs, quoi. Et en fait, non, c'est vraiment du travail, quoi, tu vois. Donc, faut vraiment arriver à mettre dans une petite case des trucs qui sont pour le plaisir et dans une autre case des trucs qui sont plutôt business, je pense. C'est ça, t'as l'air quand même de marcher beaucoup à l'humain. À fond. Et est-ce que c'est compatible avec le business ? Non. Tu vois, c'est un truc... En fait, je vais te donner une phrase vraiment idiote, je pense, à laquelle je crois pas, mais qui pourrait ressortir, on dirait trop bon, trop con. Ouais. Tu vois ? J'y crois absolument pas. Moi, je pense vraiment au give back et à donner et à recevoir en retour. Mais quand tu fais du business, à quel moment tu peux te dire, bon là, je suis en train d'aller trop dans l'humain et d'oublier que j'ai un business et qu'il faut qu'il fonctionne, j'ai des gens à payer. On y viendra après avec le lancement de ton agence, évidemment. Il y a des fois où tu as retrouvé une situation où tu t'es dit, je vais trop loin dans l'humain et il faut à un moment donné que je me ressente, quoi. Je crois que les deux sont pas compatibles. Moi, je fonctionne à 200% sur l'humain, sur le feeling. C'est-à-dire que tu vois, tu rentres dans une pièce, tu sens directement s'il y a un truc, s'il n'y a pas. Tu discutes avec la personne, tu vois s'il y a du respect des deux côtés, etc. Mais je pars du principe que l'aspect humain est 100 fois plus important que tout. Et je peux travailler sur un projet qui de base ne m'emballe pas du tout si la personne m'emballe. Et je pense qu'on gagne à ne travailler qu'avec des personnes qui nous font kiffer. Et donc, quand on va y revenir, parce que là, on a fait un saut monumental sur ton parcours. J'ai tellement de questions à te poser sur 95, mais je propose pour que les gens suivent le flux qu'on revienne juste après. Donc, Stromae, tu as commencé à écrire, puis tu débarques chez RTL TVI. Voilà, société belge, grand média belge. Et tu commences petit à petit, d'abord réseaux sociaux, puis après animation radio, animation TV. Comment ça se passe ? Comment tu grimpes là, dans cette hiérarchie ? Aujourd'hui, tu as l'air quand même déjà d'être bien installé, en tout cas de participer à Wildorado notamment, des émissions. Ça se passe comment chez RTL ? Écoute, une fois de plus sans calcul. Donc c'est-à-dire que j'arrive là-bas parce que à l'époque c'est le moment où j'arrive aussi à Bruxelles. Donc j'arrive à Bruxelles vers 16-17 ans pour commencer les études à l'IEX. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et en fait, au même moment, je suis contacté par Eusebio Larrea qui était responsable des productions internes chez RTL. Il avait entendu parler de moi, je crois par le soir ou par Sud Info, j'en sais rien. Et il me dit, écoute, rencontrons-nous. Nous, on lance une émission qui s'appelle Belgium Got Talent dans quelques mois. On cherche quelqu'un pour le digital. Et aujourd'hui, ça peut prêter à sourire qu'ils aient cherché un gamin de 16 ans, tu vois. Mais en fait, à l'époque, c'était pas très, très répandu, quoi. Il n'y avait pas vraiment de vrai community manager, etc. C'était encore un peu balbutiant. Et donc, il me dit, bon, t'es jeune, t'as l'air de savoir comment ça fonctionne, vas-y, quoi. Et donc, moi, je me mets dans la brèche. Je rentre dans la brèche. Et donc, je fais très vite en parallèle mes études, où je vais pas beaucoup, du coup. Parce qu'on s'est pas beaucoup vu non plus là-bas à l'IEX. Et à côté de ça, RTL, où je travaille sur l'aspect digital de l'émission. Et en fait, tu sais, de fil en aiguille, RTL, c'est à la fois grand, mais c'est petit aussi, quoi. Tu passes d'un étage à l'autre, tu vas à des radios, à l'info, à la télévision, et ainsi de suite. Et donc, tu rencontres des gens. Je fais des formations aussi pour les animateurs, les journalistes, les producteurs de la chaîne pour l'utilisation des réseaux. Et donc, voilà, tu rencontres des gens. Et en fait, à un moment, je rencontre David Antoine qui me dit, écoute, je sens qu'il y a un truc entre nous, il faut qu'on bosse ensemble. Et effectivement, quelques mois après, il me prend dans son équipe dans le 16-20. Et donc, ce qui m'amène à faire aussi la gestion digitale de la radio et puis aussi d'avoir une émission en solo et tout arrive d'un coup. Et puis, à un moment, tu sais, tu fais 1 an, 2 ans de radio, on te dit, tiens, t'as pas envie peut-être d'essayer un truc en télévision. Donc, on te prend une fois comme chroniqueur pour voir comment tu te débrouilles. Et après, on se dit, bon, ok, on va tester quelque chose avec. Et donc là, je commence dans l'émission Tout s'explique, donc chaque semaine. Et ainsi de suite, en fait, tu vois. Aujourd'hui, c'est sûr que j'ai arrêté la radio entre-temps, j'ai arrêté la plupart de mes activités là-bas, mais je suis encore animateur dans Wildorado, et donc chaque semaine, j'ai une séquence dans l'émission avec David, justement, dans laquelle je vais à la rencontre d'entreprises belges, wallonnes, qui recrutent. Donc c'est des trucs plutôt positifs. Je reviens sur un élément important. T'es à l'IEX, tu commences à faire RTL, mais à un moment donné, t'arrêtes tes études. Et tu te dis, je fonce dans RTL, je sens que je vais aller plus vite. Comment ça s'est passé de te dire... Ok, j'ai les études, on sait qu'il y a encore un prisme très fort de la société. Ça commence à vraiment, vraiment diminuer. Je crois qu'on est dans une société qui évolue plutôt vers des compétences que des diplômes. Je trouve ça génial. Mais t'as quand même... C'était pas le cas quand je crois que t'as arrêté l'IEX. C'était quand même des gens qui arrêtaient l'IEX pour se lancer directement dans le milieu professionnel. C'était pas non plus la majorité. Comment ça s'est fait ? À quel moment t'as franchi le pas ? Est-ce que les gens autour de toi t'ont soutenu ou bien t'as eu du mal avec ça ? Moi, ça me fascine toujours, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Écoute, c'était un peu mon rêve d'aller à l'IEX. Parce que tu vois, moi qui évolue pendant 2-3 ans dans le milieu du journalisme, je me dis, mais ça, c'est l'endroit où je dois aller, quoi, tu vois.
Et je crois que c'est encore aujourd'hui une très très bonne école qui forme vraiment bien. Ouais. C'est sur 5 ans, tu vois, c'est quelque chose de big, de reconnu, etc. Et en fait, il y a un côté presque franc-maçonnique où aujourd'hui tu retrouves C'est des ça, Ixiens partout, Ouais, quoi, c'est tu une vois. Et secte, c'est une sorte de grande famille. Donc ça, c'était un peu mon rêve. Et donc quand j'arrive là-bas, mais qu'à la fois on me fait goûter au milieu professionnel et qui est vraiment à quelques pas de chez moi, bah, très vite, je commence à me dire, bon, ce cours-là, je vais peut-être ne pas y aller. Ça, s'il y a moyen de ne pas y aller, ok, j'essaye de l'éviter, etc. Et en fait, petit à petit, au bout de 3 mois, je vais quasi plus en cours, quoi. Donc, en toute logique, et c'est normal, je rate mes études, enfin, je rate ma première année, Ouais. mais je me dis, bah, c'est pas grave, j'avais une année d'avance, donc c'est bon, on est encore ok et tout. Et donc, je fais ma deuxième première année, et c'est dans cette deuxième première année, à la fin de cette année-là, que David me dit, écoute, ce serait bien que tu me rejoignes dans l'équipe. Et donc, à ce moment-là, il y a clairement un choix que je dois faire. Je réussis quand même cette première, donc je passe en deuxième. Et là, il y a un gros choix. Je me souviens d'un mois d'août, en fait, c'était en 2014, qui était très compliqué pour moi parce que j'ai dû me dire, ok, est-ce que je continue ou pas les études? Il faut que je trouve un appartement. Je vais commencer à travailler. Ça y est, une fois que je suis lancé dans le monde du travail, je peux plus revenir en arrière, quoi. Donc, C'est clair. il y avait plein de changements pour moi à ce moment-là. Finalement, j'ai été dedans. J'ai encore fait un peu semblant d'aller en cours pour mes parents, Ouais. surtout pour ma maman. Et en fait, voilà, parce que c'était, bah, comme pour tous les parents, c'est un objectif que leurs enfants Ouais, puissent tout à fait. avoir un diplôme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de voilà, j'y allais plus, mais je me mentais un peu à moi-même, à tout le monde, quoi, si tu veux. À T'étais ce toujours moment-là. dedans, t'étais inscrit, Ouais, mais t'y allais plus, donc ouais, voilà, quoi. t'étais Tu pas vois, encore en dehors. bah non, mais je m'amusais trop chez RTL, enfin, c'était trop bien, quoi, Ouais, tu bah vois. oui. Et donc, au bout de X mois, quand j'ai lancé le projet, mais on verra peut-être après, mais de conférence Young Maker, Ouais. qui a été encore un autre projet au-delà de ma carrière professionnelle, je me souviens que mes parents sont venus assister à cette conférence et quelqu'un a dit à ma mère, tu sais, Nathan, il va pas beaucoup en cours, quoi. Et elle a dit, ouais, je sais, et quoi. Ouais. Et en fait, ce jour-là, ça a été vraiment une vraie transition pour moi parce qu'elle s'est rendue compte, je pense, elle s'est dit, bon, ok, le gars, il gagne son argent, il a un salaire, il s'amuse bien, je crois que je peux plus rien faire. Et à la fois, bah, c'était aussi, même pour elle, je pense, dans sa manière de fonctionner, se dire, ok, bon, bah, on peut s'amuser et réussir autrement qu'en ayant un diplôme. Ouais. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai vraiment eu, je me suis affranchi, en fait, de ce côté études. Je suis pas un mec anti-études, tu vois, je crois que ça peut très bien convenir pour beaucoup de gens et pour certaines manières de réfléchir et dans certains domaines. Je pense par contre dans le domaine de la communication, on est parfois très formaté dans le secteur dans ce secteur de la com en fait, dans les études. Et je le vois parce qu'aujourd'hui je reçois des stagiaires qui sortent de bachelier ou de master dans ces études-là. Et je vois qu'en fait on- ils ont une certaine manière de réfléchir et de penser. On leur met des idées dans la tête. Et pourtant je crois que la com il y a quelque chose de beaucoup plus c'est beaucoup plus de sensibilité, quoi, tu vois. C'est des trucs à sentir, à imaginer, à rêver, à comprendre, etc., qu'on t'apprend pas vraiment à l'école, selon moi. Mais tu vois, ça n'empêche qu'avec du recul, je me dis, s'il fallait reprendre des études, peut-être que ouais, je ferais des études en droit ou j'en sais rien, moi, un truc peut-être complémentaire, quoi, tu vois. Mhm. Le droit, ça aurait été utile par la suite. Mais, Ouais. mais voilà, je veux dire, finalement, les études, ça s'est terminé progressivement, quoi, en fait. Et donc, j'étais jusqu'en bac 2, en fait. J'ai pas été Ah, tu corresponds un peu à l'adage qui dit, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent ça maintenant, c'est je n'aime pas les études, mais j'adore apprendre. Et c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. C'est aujourd'hui, on essaie de miser de plus en plus sur ses compétences. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se forment parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de formations gratuites. On sait se former, en tout cas dans le milieu de la com et du marketing, pratiquement dans tout, avec YouTube, avec les TEDx, avec des formations en ligne. Ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus effectivement de jeunes aujourd'hui qui se disent, est-ce que en 5 ans sur le terrain, en 3 ou 5 ans sur le terrain, je vais pas avoir une valeur beaucoup plus importante Bien sûr. qu'après 5 ans après un diplôme? Et moi, je pense que c'est le cas. J'ai fait 5 ans d'études. Moi, j'ai été au bout de l'IEX, mais parce que j'avais ça en tête. Je dis, voilà, je dois avoir mon diplôme. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est plus valorisant que 5 ans d'apprentissage sur le terrain. Je pense même que quelqu'un qui a fait 5 ans d'apprentissage sur le terrain sera plus efficace, Ouais. surtout dans le monde de la com et marketing. Ouais. Tu vois. Après, comme je dis toujours, demain, je me fais opérer. Mon chirurgien, j'espère qu'il a été en cours. Ouais, bien sûr. vois, Mais donc je ça pense- s'applique à certains voilà, secteurs, quoi, tu vois. Exactement. Et pour la com, je crois, moi, j'encourage beaucoup les étudiants qu'on reçoit en stage à quand même, tu vois, bosser sur le côté et faire des Exact. trucs. Parce que si tu arrives au bout de tes 5 années d'études et que tu as ton diplôme, génial, mais t'es exactement comme les 300 autres personnes qui sortent des études. Ouais. Va trouver des petits trucs en plus, quoi, tu vois. Et je crois que les employeurs et les gens du secteur de la com sont très attentifs à ça, quoi, tu vois. Mhm. Si tu me dis, ok, je suis des études, mais j'ai un blog que j'ai alimenté pendant 3 ans, j'ai lancé un podcast avec des amis, j'ai fait ceci, je me dis, ok, tu te débrouilles, quoi, tu vois. T'as déjà un Ouais. petit peu de bagage. Et ça, c'est hyper important. Mais effectivement, moi, je suis pas un anti-études, mais je crois beaucoup, et en tout cas, ça fonctionne pour moi sur le côté empirique, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'apprends des expériences. Bah, je vais regarder comment tu fais, je vais me dire, ok, intéressant, je vais essayer de reproduire, puis je vais refaire, etc.
Et en fait, avec du recul, je me rends compte que j'arrive pas à rester assis sur une chaise toute la journée pour écouter un cours, quoi. J'ai besoin de faire, en fait, pour comprendre. Mais je crois que c'est pas. Enfin, il y a plusieurs manières de fonctionner, tu vois, et tout le monde fonctionne pas de la même manière, et c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais. C'est comme Ouais, ça. tout à fait. Ok, donc après RTL ou pendant RTL, à un moment donné, tu te dis, je vais lancer mon agence. Ouais. À quel moment tu te dis que tu es assez mature ou que tu as atteint un cap pour dire, là, j'ai les épaules pour, parce que on parle d'une agence. Ouais. On parle pas. Alors peut-être que tu as fait un passage en freelancing, peut-être entre les deux, mais on parle de gérer des gens, on parle de créer une Ouais. structure. Euh, on passe du gamin de 14 ans qui interviewe Stromae, qui fait son Ouais. parcours, à monter une agence. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Pourquoi tu l'as créé finalement? Bah écoute, ça faisait 3 ans que je faisais de la radio avec David. On avait fait les 400 coups. Franchement, on s'est hyper fort amusé. Dès qu'on avait une idée, Radio Contact la finançait, donc c'était trop bien, quoi. Tu Ouais, vois, c'était un peu une agence dans la radio, quoi, en Ouais. fait. Tu vois, il y avait déjà ce côté créatif, etc. Et en fait, au bout de 3 ans, moi, je tournais un petit peu en rond. Je me disais, bon, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Et à côté de ça, tu vois, j'avais déjà un statut, je crois, pendant les 6 derniers mois avant cette décision-là, d'indépendant complémentaire, qui est un très chouette statut, je trouve. C'est vraiment cool que ça existe, en fait, ce truc, parce que ça permet d'avoir un filet de sécurité de par ton travail. Donc tu travailles, tu Voilà. as un emploi, mais tu peux faire du freelancing en plus. Exactement, avec pas mal d'aide et de soutien, on va dire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ça m'a permis de me tester un petit peu sur différents trucs, un peu de consultance digitale, un peu d'RP, etc. Et en fait, ouais, au bout d'un moment, j'ai sauté, on va dire, et je me suis dit, bon, bah vas-y, j'arrête. Et là, c'est vraiment un moment où, plus que pour les études, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, mais t'es un peu con, quoi. Tu vois, la voie, elle est tracée, tu fais de la radio, tu fais de la télévision, il y a moyen d'aller encore plus loin. Ah, t'allais Ouais, présenter le JT, là. T'étais Ouais, bien. t'imagines. Ouais. Mais tu vois, vraiment, la voie était toute tracée. Et donc les Ouais. gens me disent, mais t'es bête, etc. Mais vraiment, c'est un truc que je sentais comme ça. Et moi, j'ai un côté très. J'ai une durée limitée sur les projets, quoi. Tu vois, souvent de 3 ans. Ouais. Mais là, ça, je suis en train de changer parce que maintenant, 95 a un peu plus que 3 ans. Donc je Mhm. crois que c'est fini. Mais je crois que je me disais, voilà, au bout de 3 ans, bah, ça y est, j'ai fait le tour, changes. quoi. Tu vois, je voulais Ouais. autre chose. Et aussi, il faut se dire qu'à ce moment-là, j'avais quelque chose comme 21, 22 ans. Mais dans ma tête, j'en avais déjà 30, quoi, tu vois. Puisque j'avais commencé plus jeune. Ouais. Donc, Ouais. si tu veux, ouais, tout a été décalé, T'as quoi. déjà en fait, 6 ans d'expérience, t'as commencé à 14. Ouais, donc ma manière de penser était déjà celle de quelqu'un qui était plus âgé, on va Ouais. dire, je crois, à ce moment-là. Et donc, ouais, j'arrête tout. Je vais chez le notaire, je crée une société parce que ma comptable m'a dit que c'était bien de faire ça sous forme de société et tout. Ouais. Et pendant 2 ans, en fait, en vrai, j'étais pas vraiment une agence, quoi. C'était juste, j'avais une société, je facturais avec des missions d'indépendants, de freelance, etc. Et c'est tout. Les premiers mois, en fait, je deviens fou parce que j'ai juste pas l'argent qui rentre. Et c'est une mécanique complètement différente. Et je crois que tous les gens qui sont devenus indépendants vont le comprendre. Mais tu passes de gagner, enfin, avoir ton salaire qui tombe sur ton compte tous les 30 du mois, j'en sais rien, les premiers du mois, à, en fait, à certains moments, faire une prestation, facturer en fin de mois et être payé parfois 60 jours après. Ouais. Mais quand t'as pas prévu le coup et que t'as pas mal d'argent de côté, parce que tu vois, à ce moment-là, je vivais déjà seul, j'avais déjà un appartement, etc. Bah, en fait, tu vois, j'ai commencé à avoir mes économies qui diminuaient. Ouais. À l'époque aussi, il fallait quasi presque 10 000 euros pour ouvrir une société, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, je pense. Donc voilà, il fallait quand même avoir un peu d'argent de côté et pouvoir l'investir dedans. Donc au début, j'ai stressé, et puis voilà, très vite, t'apprends, tu te retournes, et puis c'est reparti, quoi. Tu vois, tu recommences. Et puis là, l'argent commence à revenir petit à petit. Je suis jamais, je pense, arrivé au niveau salarial de ce que j'avais quand j'étais chez RTL, mais je vivais un plaisir totalement différent, quoi, Ouais. tu vois. Donc ça, c'était le cas pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, je discute un peu avec des confrères, des consoeurs, et je dis, ah, je me sentais un peu seul quand même, en fait. Je m'amusais bien, je gagnais normalement ma vie et tout, tu vois, mais j'avais des clients, etc. Mais je m'ennuyais un petit peu. Et j'arrêtais pas dans la discussion de parler d'un ami à moi qui s'appelle Darby, avec qui on a fait les conférences Young Filmmaker. Et en fait, je parlais tout le temps de Darby dans mes discussions, et à un moment, je crois que la personne en face m'a dit, écoute, le Darby dont tu parles, peut-être qu'en fait, c'est lui que tu devrais engager, ou avec lui que tu devrais commencer à t'associer. Darby, je lui en parle, il était à l'époque employé chez Ikea en marketing, et je lui parle un peu de mon projet, lui, on se connaissait depuis quelques années, etc. Et en fait, il m'a dit, bah vas-y, écoute, je viens d'un truc avec toi. Il est plus âgé, hein, il a 2 enfants, etc. Donc c'est pas la même manière de concevoir les choses non plus. Et en fait, il m'a rejoint, et je crois que c'est ça qui a vraiment, voilà, qui a vraiment déclenché le truc. Quelques semaines, quelques mois après, mon petit frère terminait ses études en créa, donc je l'ai engagé. Puis j'avais un stagiaire qui s'appelait Youssef, à qui j'ai fait malheureusement arrêter les études aussi, et que j'ai engagé. Et donc en fait, tu vois, d'un mois à l'autre, je suis tout seul, et puis on est boum, 4. Ouais. Mais je l'ai pas vraiment voulu, c'est arrivé. Et tu vois, je peux pas, avec du recul, je peux dire, bah oui, c'était dans mon plan, pendant 2 ans, j'étais freelance, ensuite je commence à créer une équipe. Mais en fait, non, ça arrive, et puis
et puis tu te retournes et tu te dis ah ouais merde en fait il y a une équipe et ok je commence à avoir des responsabilités quoi par rapport à ça. L'avantage c'est que c'était des gens avec qui on avait vraiment une bonne cohésion, on avait tous plus ou moins le même âge donc c'était chouette. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ça fait quoi 3 ans et demi, 4 ans que ça dure là maintenant et que l'équipe voilà, a évolué, on a grandi, on a rétréci, on a regrandi, rétréci et ainsi de suite. Là aujourd'hui on est 6-7 donc c'est pas une énorme équipe. Mais c'est ce qu'il me faut pour pouvoir mener à bien les projets sur lesquels on travaille, quoi. Ok. Et donc, tu passes d'une personne à 4. Ouais. T'as pas l'impression de devoir. T'as une responsabilité en plus qui est de devoir cette fois-ci non plus te payer toi, mais payer notre équipe. Ouais. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? T'es dans le stress, t'as déjà des clients, tout le monde se demande, ouais, ok, c'est bien, il engage des gens, mais il se passe quoi derrière? Ouais, bien sûr. Tu vois, tu te payes pas, comment ça se passe les débuts? Ouais. En fait, je crois que j'ai été chauffé un peu parce qu'à un moment, on a eu un contrat avec Contact, on a fait une pub pour eux. Ouais. Et il y avait un chouette montant qui est arrivé sur le compte. Bon, après, il fallait payer plein de prestataires, hein, c'est pas ça. Mais... Et ça m'a chauffé, quoi. Je me suis dit, ok, bah attends, mais il y a moyen que ça, je puisse engager 1-2 personnes sans réfléchir au mois suivant. Ouais. Mais je crois qu'à partir de ce jour-là, j'ai un nouveau stress qui s'est débloqué dans ma tête et qui m'a plus jamais quitté depuis. C'est effectivement la responsabilité par rapport à l'équipe, quoi. Tu vois, de se dire, ok, potentiellement, il y a des gens qui comptent sur toi, enfin, qui comptent sur le salaire que tu leur redonnes en fin de mois et donc le travail que tu vas leur fournir aussi pour pouvoir payer leurs factures, payer leur appartement, leur crédit, etc. Et ouais, ça m'a mis dans un nouveau type de stress que je ne connaissais pas. Mais qui était quand même vachement intéressant. Mais c'est aussi en termes de responsabilité, tu vois, c'est de se dire, ok, c'est pas tu prends quelqu'un, puis tu le dégages, et puis tu le testes, et puis ça fonctionne pas, bah tant pis, tu bouges. Non, en fait, tu vois, et je veux que les gens soient payés en temps et en heure parce que eux-mêmes, tu vois, ils donnent plus que ce qu'ils devraient, etc. Donc c'était vraiment important pour moi. Maintenant, tu vois, c'est pas pour me plaindre, mais ça a duré quelques mois, et puis ensuite il y a eu le Covid, comme tout le monde. Donc, mais bon, tout le monde a vécu la même chose, donc je crois que je suis pas plus à plaindre que d'autres. Mais c'est vrai que quand le business est naissant et que tu engages 2-3 personnes comme ça, Tu prends le Covid. ah bah oui, tu te prends ça, tu te dis, ah ok, compliqué. Et finalement, en fait, on a réussi quand même, une fois de plus, à se réinventer, à continuer. L'équipe a forcément changé beaucoup au fil du temps parce que, tu sais, quand tu engages des gens qui sont jeunes, qui sortent des études, ou qui parfois les terminent même pas, et que tu payes pas encore super bien, parfois tu payes juste un mi-temps parce que tu peux pas te permettre d'avoir plus, etc. Forcément, les gens, dès que soit, un, ils ont une meilleure opportunité, ou deux, en fait, ils se rendent compte, tiens, j'aurais peut-être pas dû commencer à travailler tout de suite, mais d'abord faire peut-être un an, tu vois, où je voyage, etc. Bah, en fait, tu dois dealer avec ça en permanence. Et ça, c'est une problématique que j'ai beaucoup eue, c'est d'avoir des profils qui sont ultra juniors, fait qu'en fait, parfois, ils sont pas encore accomplis professionnellement, ils savent pas ce qu'ils veulent encore définitivement. C'est la génération qu'on connaît qui est la nôtre, tu vois, qui veut beaucoup changer, qui demande, voilà, qui a certaines demandes spécifiques par rapport au monde du travail, que je comprends aussi. Mais forcément, quand tu es du côté employeur, c'est compliqué à gérer, quoi, tu vois. Donc, tout ça a été difficile, mais à la fois, j'en parlais avec un collègue l'autre jour, justement, et qui me dit, mais en fait, concrètement, tu pourrais juste virer tout le monde et travailler tout seul, et ça continuerait quand même à rentrer, quoi. Et je dis, en fait, oui, mais ça m'amuse quand même, en fait, tu vois, d'avoir une équipe. Une fois de plus, je préfère être à plusieurs que tout seul. Mais voilà, je me suis un peu aussi affranchi ce truc d'être à 30 personnes, quoi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être 30 pour que le business fonctionne bien. On peut être 4, 5, 6, 7 et quand même voilà, faire du chouette taf, s'amuser et que moi je puisse continuer aussi à mettre un peu les mains dans le cambouis, quoi. Engager des juniors, ça a été une volonté de ta part ou c'est juste que ça s'est fait un peu naturellement? Tu as juste de nouveaux feelings, trouvé les bonnes personnes, ton frère, Ouais. ton Youssef ami et tout ça, ouais, Youssef, c'est ça. etc. Ça s'est fait. Parce que je te donne de ma propre expérience chez Utopix, quand on a démarré la startup aussi, on avait aussi des enjeux au niveau des coûts. Et donc, forcément, on engageait des juniors, mais pas par spécialement choix, mais parce qu'on se dit on va trouver des perles, des gens qui ont envie de se donner à fond. Mais on était face à la même problématique finalement. C'est des jeunes qui sont très motivés, mais qui changent très très vite parce que ils savent pas encore ce que c'est le monde du travail, parce que ils veulent encore voyager, parce que ils changent, ils se mettent en couple avec quelqu'un d'autre qui habite plus au même endroit. Ouais. C'est encore très instable. Et finalement, nous, en tant que société, ça nous a coûté quand même beaucoup plus cher finalement d'engager des juniors quand on voit la manière dont ça s'est passé, plutôt que d'avoir engagé plutôt des profils plus expérimentés et stables dès le début. Donc parfois, c'est un faux calcul qu'on a eu de se dire, en fait, des juniors, ça coûte moins cher, mais quand tu fais le calcul sur le long terme, c'était pas le cas. Ouais. Je sais pas si tu as eu un petit peu cette réflexion ou si ça a été ta volonté de dire, moi, justement, ma marque de fabrique, c'est 95, c'est d'avoir des gens jeunes, tu vois, pour une raison particulière. Bah, c'est sûr que avoir des gens jeunes qui avaient mon âge, qui étaient même plus jeunes, ça permettait aussi de dire aux clients, en fait, on fait partie de ces générations que vous voulez toucher. Donc, on en est les meilleurs représentants, quoi. Ouais. Mais après, c'est évident que les gens qui sortent des études, ils n'ont pas encore beaucoup d'exigences non plus salariales, tu vois.
je dis pas que j'en profitais, je dis juste que Mhm. j'avais en fait un salaire à leur proposer, Qui assez comblait. peu d'avantages parce Mhm. que le business on faisait que commencer. Bah donc voilà, ceux qui voulaient aller dessus, ils y allaient et c'est des gens avec qui avaient un feeling un peu humain, tu vois. Après ça, ouais, c'est vrai que quand t'as qu'un mi-temps à leur proposer, très vite ils se disent, ok, mi-temps, je vais pas pouvoir en vivre, quoi. Donc moi, je les poussais beaucoup à développer des business sur le côté, puisque Ouais. c'est ce qui moi m'avait plu, c'est de pouvoir Mhm. avoir je dirais un paquet salarial et à côté de ça, pouvoir aussi développer mes missions en tant que freelance. Mais ça convient pas à tout le monde, tu vois. Il y Mhm. a des gens qui aiment bien être employés, quoi. Tu vois, ils aiment bien être employés, avoir le taf qu'ils Ouais. ont au travail, et puis ils rentrent chez eux et basta, quoi. Ouais. Et il y en a d'autres au contraire qui pensent en permanence à 1000 idées. Donc voilà, ça s'appliquait pas à tout le monde, je pense, cette solution-là. Après, ça, j'ai beaucoup appris de ça. Ça a quand même été chouette. J'ai quand même rencontré des beaux profils. Mais voilà, c'est sûr que quand tu as X personnes qui sont là en mi-temps, tu peux pas correctement bien démarrer ta boîte, je pense. Tu vois, t'as pas des gens qui sont là à fond et qui peuvent tout donner. Donc, ça prend plus de temps. Et voilà, à refaire, je l'aurais fait différemment, évidemment. Mhm. Mais d'un autre côté, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs, quoi. Donc, je suis content. Et quand tu démarres ton agence, tu as une jeune agence, tu as une jeune équipe. On fait comment pour séduire des entreprises, des gros noms? Est-ce que justement, on ne manque pas de cette crédibilité? Ouais. Ouais, vous êtes jeune, l'agence est jeune. Et pourtant, aujourd'hui, le monde d'agence, c'est un monde qui est quand même très compétitif. Il y a beaucoup d'agences. Peut-être que le Covid a aussi fait un certain tri. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'ont pas survécu. Mais ça reste très compétitif. Et on sait aussi que les grosses marques, les grosses entreprises travaillent souvent avec des agences, des grosses agences, qui sont parfois même internationales. Est-ce que c'est pas ta clientèle ou est-ce que tu as trouvé un moyen de crédibiliser 95 Ouais. justement pour y arriver? Je crois que j'ai quand même vachement été aidé par un truc, c'est que je bénéficiais de la réputation, tu vois, d'animateur RTL. Ok, ouais. Même si je suis pas un animateur star d'RTL, tu vois, j'avais quand même. Voilà, j'ai fait Ton quelques années personal là-bas. Donc, branding quand même. voilà, ça reste quand même quelque chose qui, je pense, a attiré certaines personnes. Ouais. Donc ça c'est évident. Ça fait pas tout forcément, il faut que j'en reste, tu vois. C'est pas que de l'image, mais quand même. Après ça, tu vois, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup, pour quelqu'un comme c'est peut-être étonnant, mais au bouche à oreille en fait. Hmm. Et en gros, je crois que beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs l'ont oublié. Mais avant, tu vois, de faire de la com, d'essayer de trouver des moyens de. Ok, je mets 1 euro là, qu'est-ce que je récupère Le derrière et tout. growth hacking, il y avait Ouais. le bouche à oreille. Mais non, mais est-ce que ton produit il est bien en fait? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des restaurants qui n'ont jamais communiqué et qui sont complets tous les jours? Mhm. Parce que simplement la bouffe elle est bonne et que tu vois, je te dis, putain, faut que tu dans ce restaurant-là, le tester, il est bien. Et en fait, ça, c'est la meilleure communication que tu puisses faire, c'est avoir un bon produit de base, quoi, tu vois. Maintenant, bon, nous, on vend du service, pas exactement un produit, mais ça reste similaire, c'est l'expérience client aussi. C'est, ah ouais, ces jeunes-là, ils sont créatifs, hein. Ah putain, ils réagissent vite, ils ont des bonnes idées, etc. Tout ça, ça fait ta réputation, tu vois. Et donc, en fait, on a jamais réellement prospecté ou jamais, tu vois, fait des posts sponsorisés dans le but d'essayer d'avoir de nouveaux clients, etc. Ou démarcher par email, par téléphone et tout. En fait, c'est venu petit à petit. Et c'est ça qui a fait grandir la société aussi. C'est parce qu'on avait plus de clients, le ballon se remplissait, entre guillemets, que je pouvais avoir plus d'employés dans l'équipe et les plus gros projets, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vraiment fait ça. Enfin, vas-y, on a Sortlist. Sortlist, c'est pas mal quand même. Sortlist pour les agences, c'est cool. Ça nous a apporté pas mal de visibilité. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de leads, comme on dit, qui viennent de là. Mhm. Mais en fait, Ça leur fera une bonne pub. Oh, bah non, mais en plus, je les aime bien, Sortlist. Franchement, Ouais, c'est une chouette honnêtement, équipe. il y a eu un avant et un après pour nous, Sortlist. Tu vois, Super. c'est peut-être du coup, un bon case pour eux, mais il y a assez peu de projets qui viennent via la plateforme directement. Par contre, ils ont un référencement qui est Le top. incroyable. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, on a eu un tout autre type de clients. On a commencé, je crois, il y a 1 an et demi sur Sortlist. Ça coûte quand même un peu d'argent pour être présent dans les classements et tout. Mais ça a été ça m'a épargné d'engager des commerciaux, quoi, en fait. Parce que Donc c'est rentable. Sortlist fait. Ouais, clairement. Donc Mhm. aujourd'hui, je signe pour 3 ans sans souci avec eux. mais ça, c'est le seul démarchage qui n'en est pas un, qui est un démarchage plutôt passif Mhm. qu'on ait pu faire. Sinon, à part ça, tu sais, on parle souvent des coordonnées les plus mal chaussées. Et je crois que nous, on n'est pas très bons dans notre propre communication. Mais par contre, en bouche à oreille, je pense que ça a bien fonctionné, quoi. Et je veux pas grandir plus vite que ça. J'ai pas pour objectif d'avoir demain 30 demandes et me dire, OK, il faut que j'arrive à tous les closer et qu'on y aille. Je veux continuer que ça reste à taille humaine, quoi, on va dire. Et tu développes la marque Nathan Sauret? Oui, alors Puisque justement, ça t'amène des leads et que tu as surfé là-dessus. Tu Ouais. as quand même une popularité pour ceux qui te connaissent et dont on te voit. T'as jamais pensé à tout mettre sur ta personne? En fait, ce qui est marrant, c'est que 95, il y a un côté un peu. C'est comme si j'avais, tu vois, dégagé mon image et que je l'avais mise sur une entité morale, quoi, si tu veux. Donc, oui, aujourd'hui, c'est quand même très, très lié, tu vois. Et tout ce que je fais, c'est que demain, même quand je fais mes tournages pour la télévision, je facture tout via la société, quoi, tu vois. Donc, c'est mon melting pot de plein de trucs, tout passe par là. Donc, oui, les deux sont liés, mais moi, ça me permet aussi, justement, mettre en avant 95 me permet de pas me mettre en avant moi, quoi, tu vois. Ok.
Après, si dans les rendez-vous, dans les faits, dans le travail, les clients, ils me voient, très bien, tu vois. Je vais pas leur mentir sur ça, mais par contre, tu vois, un mec comme Darby, dont je parlais juste avant, il m'a beaucoup aidé sur l'aspect justement personal branding. Tu vois, il a beaucoup travaillé là-dessus. Moi qui freinais un peu des cas de fer pendant tout un moment, parce que, tu sais, j'ai démarré très tôt sur Internet, dans les médias, etc. Et en fait, ça m'a pas emballé de fou, cette visibilité et tout ce qui vient avec. Internet me fait de plus en plus peur, plus le temps passe, et pourtant, c'est là que je suis né, quasi. Et donc, voilà, moi, je fais vraiment très attention à tout ce que je mets sur Internet aujourd'hui et comment je communique, etc. Donc, je mets de moins en moins, je poste plus rien sur Instagram, etc. Donc, C'est ça qui est super étonnant Ouais. avec toi. Et en regardant un peu, en fait, t'es populaire. Enfin, tu es quelqu'un quand même de populaire. T'as été sur RTL, etc. Et j'ai pas l'impression que tu cherches la popularité. Ouais. T'as pas été. J'ai pas l'impression que t'as été dans la tendance post LinkedIn tous les jours ou TikTok, personal branding, Ouais. te mettre en avant, etc. Ouais. Pourtant, t'en as totalement la capacité. Ouais. Je pense que ouais, tu parles bien, t'as été animateur. C'est fou, quoi. Tu vois, t'es la personne type qui peut surfer là-dessus. Et ça a pas l'air de t'exciter, cette partie-là. Tu devrais rencontrer Darby, peut-être que vous vous entendrez bien. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'il me dit tout le temps, tu vois. Et moi, ouais, je crois qu'à chaque fois, je suis toujours un peu gêné de me dire, ouais, mais est-ce que je suis légitime pour ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Qu'est-ce que les gens vont se dire, etc. Et donc, en fait, je le fais pas. Je le fais mieux pour les autres. Je me suis rendu compte avec le temps maintenant que je suis meilleur pour valoriser les autres que moi-même, quoi, tu vois. Et donc, très bien, j'en ai fait un métier. C'est parfait, j'en ai fait une agence. Mais il y a des gens qui me payent pour ça, tu vois. Donc, tant mieux. Mais après, j'essaie de garder quand même un petit peu cet aspect. Ouais, personal branding, visibilité, etc. Le fait de faire des tournages, forcément, pour la télévision, RTL, oui. ça aide, évidemment. Tu vois, je donne cours à l'ICHEC, au l'ICHEC Startup et l'ICHEC Formation Continue. Je donne des conférences quand je peux et quand j'arrive à dégager un petit peu de temps, etc. Donc, ouais, je fais un post LinkedIn de temps en temps, tu vois. Mais voilà, j'essaie d'entretenir un petit peu le truc, mais voilà, je suis pas à fond non plus là-dedans, quoi. Ouais, j'ai remarqué ça, effectivement. Et alors, un aspect qu'on a abordé tout à l'heure, j'ai dit on va le mettre en pause, on va revenir, c'était l'aspect humain. Être hyper humain comme tu l'es, engager des jeunes, faire confiance aux gens, etc. Ça marche pour diriger une boîte. Tu vois, aujourd'hui, on est dans la tendance un peu ultra humaine LinkedIn, du genre où les managers, les CEO se mettent en avant sur LinkedIn pour montrer un peu la surenchère de qui est le plus humain et le plus sympa avec ses employés. Ouais. C'est génial. Je pense que les employés aujourd'hui, on a obtenu un cadre de vie qui est extraordinaire. Le Covid a fait énormément de bien avec le télétravail. Bien sûr. On a créé des hiérarchies pratiquement horizontales dans toutes les boîtes. C'est ce que réclament les gens. Mais est-ce qu'à un moment donné, de nouveau, une boîte, ça fonctionne pas aussi avec une personne qui sait prendre des décisions qui sont parfois difficiles, pas seulement humaines. Ouais. Comment tu gères ça au quotidien, toi, avec ta personnalité? Franchement, c'est difficile parce que j'ai pas appris en fait à gérer une boîte. Tu vois, j'ai pas fait de business management et même on l'apprend pas vraiment. Tu vois, à gérer des humains, c'est pas quelque chose qui s'apprend, tu le découvres petit à petit. Malgré tout, tu vois, chez RTL, j'étais un pion en fait. Tu vois, c'est-à-dire que moi-même, je faisais partie d'une équipe et des gens nous proposaient de faire des choses, etc. On avait la chance d'être un peu électron libre dans ce qu'on faisait, mais j'ai jamais eu l'occasion de manager des gens. Et donc forcément, quand c'est arrivé, tu t'apprends sur le tas, quoi, tu vois, et tu fais plein d'erreurs. Donc j'ai probablement eu des réactions qui n'étaient pas les bonnes, des manières de faire qui n'étaient pas les bonnes. Engagé peut-être parfois aussi trop sur l'humain et sur le premier kiff. C'est très souvent une erreur. Et, tu vois, ça peut ne pas être une erreur pour les clients. Par contre, pour des employés, des collaborateurs, collaboratrices, c'est pas toujours quelque chose qui fonctionne bien. Parce qu'en fait, quand tu dois après dire à quelqu'un, écoute, il vaut mieux qu'on arrête là, donc licencier quelqu'un, moi, ça m'a arraché le cœur, quoi. Ça t'est arrivé? J'ai dû le faire quelques fois. C'était très très difficile, quoi, parce que t'as pas envie de le faire. Pas envie de le faire. Maintenant, j'ai beaucoup de recul sur ça. Je me dis, voilà, quand tu dis bonjour à quelqu'un, il faut savoir aussi dire au revoir. Et en fait, voilà, j'essaie d'être un peu plus, pas froid, mais. Tu mets une certaine barrière maintenant avec tes employés? Parce que la tendance, c'est clair qu'en tant que gérant d'entreprise, j'ai ça aussi, on engage maintenant des gens qui ont quasiment notre âge, voire des gens qui ont ton âge, même plus âgés, Voilà. Mais pas non plus. On arrive à un certain âge, à partir de 30 ans, où les gens plus âgés, les gens en dessous de toi, tu peux être ami avec eux. Tu vois, tu peux t'entendre avec des gens de 40 ans et tu peux t'entendre avec des gens de 25. Et c'est une barrière qui est compliquée parce que tu vas vite vers l'amitié, tu vois. Tu vas manger avec tes collègues à midi, tu vas pas faire semblant de pas faire une blague ou de pas être sympa avec eux pour dire j'ai une barrière. C'est super chaud à gérer. Et en même temps, quand tu dis, à un moment donné, s'il faut arrêter une collaboration, il faut savoir le dire. Donc, est-ce que tu réfléchis constamment au boulot en disant ouais là je dois mettre une barrière, ou est-ce que c'est devenu un peu un automatisme ou une manière de te comporter avec tes employés? Je crois que j'ai eu un avant et un après Youssef. Il sera content que je parle de lui, mais il est de retour dans l'équipe maintenant. Il est parti pendant 1 an et demi. Mais en fait, quand il est parti de l'équipe, c'est quelqu'un que je considérais vraiment comme la famille, quoi. C'est-à-dire il est très très proche, etc.
il comprenait exactement vers où on allait et voilà, on était vraiment des copies conformes sur beaucoup de choses. Donc ça, c'était trop chouette. Et quand tu trouves ça dans le business, c'est quasi comme un associé, quoi. Tu vois, donc ça évolue vraiment bien. Il est parti à un moment parce qu'il voulait se concentrer sur sa carrière musicale. Et ce qui est marrant, c'est que bon, après, je l'ai encouragé là-dedans et on a bossé ensemble sur sa promo, etc. Une fois que j'ai digéré le truc. Mais en fait, quand c'est arrivé, moi, ça m'a quand même fait pas mal de mal parce que je me suis rendu compte que cet aspect, tu vois, ok, humain, on est une famille, etc. Bah, en fait, non, les gens, ils ont le droit de partir aussi, quoi, tu vois. Et rien ne t'appartient. Bah, du coup, personne n'est vraiment irremplaçable non plus. Donc, c'est-à-dire que moi, je pars, lui, il part, et puis c'est comme ça, les gens décident de ce qu'ils veulent, tu vois. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal. Je crois qu'il y a eu un avant et un après ça où j'ai eu un petit peu plus de détachement par rapport à tout le monde de manière générale, quoi. À me dire, en fait, cet esprit familial que tu essaies d'avoir quand tu as un début de start-up, ça peut être une bonne chose parce que voilà, ça permet de mettre une bonne ambiance dans l'équipe. Mais le problème, c'est que quand il faut prendre des mauvaises décisions, ça devient difficile, quoi, tu vois. Et bah, aujourd'hui, je suis trop content que Youssef soit revenu 1 an et demi après. Il a fait son expérience musicale, il a vécu tout ce qu'il devait vivre là-dedans. Et finalement, allez, on est tous les deux plus matures de cette expérience, de se dire, bah, en fait, allons-y, rebossons ensemble avec des bases peut-être un peu différentes. Mais moi, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul sur tout ça, quoi. Tu vois, et comme je t'ai dit, quand je rencontre un nouveau collaborateur aujourd'hui, je me dis, il y a un moment où il ou elle Il partira. va partir, ouais. Et ça fait du bien en fait, de te le dire parce que sinon tu t'attaches trop aux gens et tu vis chaque départ ou chaque licenciement malheureusement que tu dois faire comme un couteau dans le cœur, quoi, tu vois. Et moi, je m'attachais beaucoup aux gens et je crois que cette expérience-là m'a permis voilà, de prendre un petit peu plus de recul. Mais ça veut pas dire que je m'entends pas avec eux, tu vois. C'est juste que c'est différent. Dans ma tête, je me dis, ok, à tout moment, ils peuvent partir et c'est ok, quoi, tu vois. Ouais, c'est une partie hyper difficile, surtout quand on est Ouais. sur l'aspect humain. Ouais. Je voulais parler encore d'une chose hyper importante, c'est le Young Changemaker. Gros projet, on a vu, enfin en tout cas moi j'en ai vu pas mal de photos, j'ai suivi un peu le projet de loin. Globalement, c'est encore un projet que tu as lancé en plus, ça fait partie de 95 ou c'était totalement à part? Pas du tout. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est et Bien remettre sûr. en contexte? Je te parlais de Célestin au début de ce podcast. Donc Célestin qui était un très jeune entrepreneur qui avait ouvert sa boîte quand il avait 14-15 ans. Il avait une dérogation de la justice de paix à l'époque pour pouvoir le faire. Et je te parlais de Darby. Mais en fait, la vie a fait qu'à un moment, on s'est retrouvés à 3 dans une pièce. J'étais en colocation avec Célestin à l'époque. Et on s'est dit, en fait, c'est marrant parce que Célestin et moi, on avait des profils similaires dans des domaines différents. Mais on avait assez peu de jeunes exemples autour de nous. Si ce n'est, tu vois, les jeunes dont on parlait dans les médias, c'est des jeunes dans la musique ou dans le sport, quoi. Tu vois, mais assez peu dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, ça a vachement changé, je trouve, quand même. On valorise beaucoup plus les jeunes, j'ai l'impression, dans les médias. Et je crois qu'il y a pas mal de travail qui a été fait par rapport à ça. Mais à cette époque-là, on n'avait pas vraiment de rôle modèle, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on en trouve et il faut qu'on les mette en avant. En fait, donc c'était une conférence qu'on organisait. C'était un cycle de conférences qu'on organisait finalement pour nous. Mais de nouveau, c'était un à la kiff, il base. n'y avait pas d'objectif financier, il n'y avait pas de... Non, on l'a fait au début avec les ressources de chacun. Tu vois, chacun mettait un petit peu d'argent pour organiser la conférence. Les conférences ont toujours été gratuites. Ça, c'est un truc sur lequel on insiste beaucoup. On veut pas se faire d'argent dessus. Et on veut pas que ce soit un frein pour des jeunes qui vont être inspirés par ça, de dire, ah non, c'était 5. Tu sais, même 5 euros, c'est beaucoup pour certains, quoi. Tu vois, quand t'es étudiant, c'est beaucoup. Et donc, je voulais pas que ce soit un frein pour eux. Donc, on mettait de l'argent par nous-mêmes et on kiffait, quoi. Tu vois, on faisait une conférence, il y avait 200 personnes, c'était trop bien. Et puis, ça a évolué. Entre-temps, il y a la Fondation Bernheim qui est rentrée dans la boucle aussi, qui a financé une partie des conférences, qui a beaucoup aidé à l'association. Il y a eu un moment où moi, je suis sorti de Young Shoemaker, je veux dire du day-to-day, parce que j'avais le 95 qui commençait. Mais aujourd'hui encore, j'anime les conférences, et donc on le fait dans des endroits qui sont fous. Tu vois, on le fait au Parlement, au Sénat, on l'a fait à l'ENA en France, on l'a fait à l'Atomium, avec des invités qui sont dingues. Ça, c'est surtout Darby et Célestin qui bossent dessus. Mais à chaque fois, moi, quand je viens animer une conférence Young Shoemaker, je me dis, bon, c'est cool pour les gens qui viennent y assister, mais moi, je suis content aussi de rencontrer la personne, quoi, tu vois. Donc, c'est avant tout un kiff personnel et qui, je pense, a eu un bel impact sur des centaines de personnes. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, comme tu le dis, on m'en parle encore beaucoup de ces conférences-là. Et c'est marrant parce que ça s'est organisé avec vraiment 2 bouts de bois, quoi, à l'époque. C'était vraiment très. Voilà, on a juste osé demander est-ce qu'on peut avoir ce lieu, est-ce qu'on peut avoir ce truc, ok, bon, c'est gratuit, ah, ok, bah, pas de souci. Ça dit de venir, oui, ok, c'est parti, la conférence a commencé. C'est incroyable, c'est hyper important parce que les gens de l'extérieur pourraient se dire on serait jamais capable d'organiser ça. Alors, je pense qu'effectivement, ça demande de la rigueur, de se bouger les fesses et un petit peu de moyens financiers. Quoique, je pense qu'on peut toujours trouver des sponsors et des gens qui peuvent, des mécènes, qui peuvent un peu participer. Ouais. Mais c'est dingue, vous avez créé une vraie conférence
il y a trois, à vous trois, Ouais. juste pour un kiff, quoi. Ouais, et après, petit à petit, bah, tu vois, quand on s'est constitué sous forme d'ASBL, Ouais. bah, on a eu aussi des gens qui ont rejoint l'équipe. Mhm. Aujourd'hui, Yoshmaker, c'est plus Célestin Arbinatan, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus de gens que ça, qui ont cru au projet, qui sont investis à fond. Et donc, on est un peu, voilà, on voit le truc évoluer un peu je dirais pas de loin, parce que Darby et Célestin sont encore bien impliqués dedans, mais clairement, d'autres personnes ont pris possession de Yoshmaker et l'ont tourné à leur manière. Et c'est vrai que ouais, tout ça est arrivé. Il y a eu vraiment la partie média, 95, Yoshmaker, c'était trois choses très différentes, mais dans lesquelles je me nourrissais beaucoup, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est dingue, c'est vraiment chouette. Il y a eu le prince qui est venu aussi, j'ai vu. Ah, le Prince Laurent, c'est la Alors, comment on famille. fait pour avoir le prince Laurent à sa conférence? Non, le On Prince lui envoie un Laurent, texto, comment ça se passe? franchement, j'aimerais pouvoir te répondre. C'est Darby qui a de bons contacts avec lui, en tout cas avec son équipe. Je crois qu'il l'a invité un jour en disant voilà, ça serait cool, et comme reconnaissance pour les jeunes qui sont là, qui essaient de se motiver et tout, d'avoir votre présence. Et en fait, il est venu une fois, puis deux fois, puis trois fois. Et en fait, il vient tout le temps. Mais à la Ouais. limite, c'est assez marrant quand le Prince Laurent rentre dans une pièce, bah, tu sais, le temps s'arrête en fait. Tu vois, Bah c'est un oui, peu c'est fou. assez exceptionnel Non, finalement. c'est à chaque fois dingue. Et sauf que maintenant, c'est presque devenu normal, tu vois. Donc en fait, quand il arrive dans la pièce, je vois tout le monde qui est comme ça, qui regarde. Et moi, je suis limite en train de me dire, ah ok, bah comme d'hab, le Vas-y, restaurant, poto, il a été, tu assieds-toi vois. là. Ouais, c'est vrai. Mais à chaque fois, il vient. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il s'assied toujours au Ah même ouais, niveau que il tout a le sa monde. place. Il est Ah pas, ouais. tu vois, il est pas forcément mis en avant. Hmm. Quand on demande aux gens est-ce que vous avez des questions à poser, les gens lèvent leurs bras et tout. Et il lève la main, quoi. Il lève la main et puis il active son micro, il pose sa question comme un citoyen normal, on va dire. Et ça, c'est trop dingue de l'avoir à chaque fois, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'est toujours un peu fou. Mais je crois qu'il aime bien, il aime bien les conférences, il aime bien y venir parce qu'il se dit à chaque fois qu'il rencontre de nouveaux jeunes et il va parler après avec tout le monde. Et il prend des numéros, il essaie de mettre des gens en contact. Tu vois, C'est il dingue ça. s'investit à fond dans le truc. Ça pourrait presque être le parrain de l'association, quoi, limite. C'est génial pour vous. Ouais, ouais, à fond, à fond. C'est trop bien. Tu dirais quoi, toi? Je pense que le plus gros frein des gens pour entreprendre et faire autant de projets que tu en fais, c'est la peur. C'est clairement, il y a une peur profonde de. Et tu l'avais aussi quand tu parlais de ton personal branding, déjà de syndrome de l'imposteur. Dis qui je suis pour organiser ça, Ouais. finalement, ou pour faire ça. Syndrome de l'échec. Ah, mais si je foire, tout le monde va se foutre de moi ou ma crédibilité. T'as l'air d'être passé au-dessus. Ça veut dire que tu dis, mais je me mets pas trop en avant, etc. Mais tu fais quand même 1000 projets, tu vois. Mm. Donc il y a quand même quelque chose à un moment donné où soit la passion est plus forte que la peur, ou il y a un élément déclencheur où tu te dis, j'y vais quand même. Ouais. C'est quoi qui te nourrit à ce moment-là et comment les gens peuvent passer ça, tu vois? Écoute, moi, comme je te disais, je suis pas quelqu'un comment dire, qui a un plan, qui fait des plans sur la comète. Tu vois, je me dis pas, ok, dans un an je me vois là, dans 3 ans je me vois là, Mhm. etc. Donc en fait, quand je vais à fond sur quelque chose, c'est juste parce que je me suis écouté. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, notamment avec Célestin, tu vois, quand on était en coloc ensemble. Lui, il était beaucoup plus comme ça, tu vois. Il voulait un truc, il le faisait. Et ça peut être même très personnel, c'est-à-dire que t'es là dans un dîner avec des amis, et à un moment, t'en as juste marre, bah tu peux leur dire, écoutez, voilà, je veux bouger, quoi. Ou bien t'es en boîte et en fait, tu t'amuses pas, bah tu bouges, quoi. Tu vois, juste. Et en fait, Mhm. j'ai mis du temps avant de m'écouter, quoi. C'était vraiment très difficile. Et je pense qu'une fois que tu t'écoutes et que tu te dis, ça, je me sens trop bien sur ça, un peu comme le gars du MMA dont je te parlais avant, bah, c'est juste que quand j'ai discuté avec son équipe, son manager, son coach et tout, je me dis, putain, j'aime bien les mecs, quoi. Et boum, j'y suis allé et j'ai donné beaucoup plus que si j'avais calculé le truc en amont, tu vois. Mhm. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ne s'écoutent pas assez. Mais ils le font un peu plus maintenant, depuis le Covid, j'ai l'impression. Tu vois, on fait beaucoup Mhm. plus attention à tout ce qui est santé mentale, etc. Mais les gens s'écoutent pas assez, n'écoutent pas assez ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Et donc, ils se cassent la tête, et ils restent dans des endroits qui sont pas faits pour eux et dans lesquels ils s'amusent pas, etc. Je crois que tu dois juste écouter ta petite voix intérieure et suivre ce qu'elle te dit. C'est pareil quand je rencontre un client que j'aime bien ou que j'aime pas, quoi, tu vois, enfin, à qui j'ai un feeling ou pas de feeling. J'écoute ma petite voix et je me dis, allez, je me fais confiance, on y va, ou je me fais confiance et on n'y va pas. Donc, je peux pas te dire, ok, si tu as un plan en tête, fais-le, Mhm. vas-y, etc. Parce que je crois que tout le monde l'entend à longueur de journée. Par contre, s'écouter soi-même, je crois que c'est hyper important. Et si tu te dis, ok, j'ai pas envie d'aller poster ce truc sur Facebook parce que je sens vraiment pas ce que je vais avoir comme retour, je vais mal le vivre, bah alors le fais pas, quoi. Tu vois, je veux dire, si Mhm. c'est pour te mettre dans une mauvaise condition, c'est pas une bonne chose. Mais voilà, je crois vraiment s'écouter, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire et vous puissiez vous rendre service, je pense. T'as un conseil que t'as donné une fois qui t'a marqué, qui t'a propulsé, que tu veux partager? Alors qui m'a propulsé, non. Par contre, c'est un truc qu'on m'a dit depuis l'époque du Figaro. C'était un auteur qui, justement, avait fait la connexion pour que je me retrouve là-bas au Figaro. Il m'a dit, en fait, quoi qu'il arrive. C'est un conseil qu'on lui a donné à lui, donc il le perpétue un petit peu. Il m'a juste dit travaille, travaille, travaille et ferme-la, quoi. En fait. Mhm. Et c'est vrai que souvent, et moi le premier, tu vois, parce que je suis aussi, c'est mon côté communicant peut-être, mais tu vois, j'aime bien faire un truc et puis dire, regardez, j'ai fait ça, tu vois. Tu vois. Et même à l'équipe, tu vois, ah oui, regardez, on a eu ça comme résultat, on a fait ça et tout. Et en fait, parfois, tu passes trop de temps à parler de ce que tu fais et à pas faire vraiment. Tu vois, c'est ce qui m'a beaucoup énervé dans le milieu de l'entrepreneuriat pendant un moment.
dont je considère toujours que je fais pas partie. Enfin, moi, je considère pas être un entrepreneur, quoi, tu vois. C'est tellement que tu te considères qu'aujourd'hui, Ah Nathan non. Sorel, c'est quoi? C'est un animateur radio? C'est un entrepreneur? Non, c'est un communicant. Ouais. Je suis chef d'entreprise, Mhm. parce que j'ai une entreprise. Bon, bah voilà, Voilà. légalement, je suis chef d'entreprise. Je suis un communicant, et oui, je suis animateur. Mhm. Pour le kiff, dans le Donc, civil. tu te quoi, définis pas dans une case. Je suis pas entrepreneur, quoi. Et il y a des gens qui répondent parfaitement à cette T'aimes pas cette définition-là. étiquette? Non, parce que je vois l'entrepreneur. Je travaille avec des entrepreneurs quotidiennement, parce que ce sont nos On clients. pourrait quoi, dire que tu l'es, tu montes une boîte, tu crées des événements, tu Ouais, mais fais j'ai pas fait tellement de choses. exprès. J'ai pas fait exprès, tu vois ce que je veux dire. Et T'as pas fait ça, le exprès. truc, c'est qu'en fait, je me considère pas avec l'étiquette entrepreneur, mais comme ce que je veux dire, c'est que souvent, dans le monde entrepreneurial, les gens parlent beaucoup d'entrepreneuriat, Mhm. et parfois n'en font pas, en fait, tu vois. Ils sont plus là à en parler qu'à en faire, et moi, ça m'énerve, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. voilà, je reviens du coup à ce truc qu'on m'a répété, c'est travail, 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 et ferme-la, quoi, en fait. Mhm. Et à un moment, il faut bosser. Et voilà, et je dois l'appliquer à moi-même aussi, tu vois, mais c'est un truc. Il y a eu le nombre de fois où il y a des gens qui commençaient à avoir un business, un truc, et ils faisaient qu'en parler partout, et finalement ne plus vraiment travailler. Je trouve que c'est dommage, quoi, tu vois, il faut bosser. Ok. Moi, je suis un bosseur. Et je sais que tu dis que t'aimes pas faire des plans 2, 3 ans, etc. Mais je pense que t'as bien une idée encore des choses que t'aimerais accomplir. Il y en a où t'es encore frustré et te dire j'ai pas encore réussi à faire ça ou j'aimerais bien faire ça. C'est quoi tes plans? Ouais. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui qui te ferait encore vraiment kiffer? T'as fait la conférence, tu lances ton agence. Il y a quoi encore? Alors, je crois que aujourd'hui encore, tu vois, je suis pas dans une santé. L'agence n'est pas dans une santé financière incroyable, dans le sens où je peux pas me dire, ok, bah là, si on a plus de clients pendant un an, ça va, on a des réserves, quoi, tu vois. Mais je crois que c'est comme 95% d'entrepreneurs, peut-être, j'en sais rien. Donc, je crois que l'objectif pour moi, c'est de me dire, ok, on sait qu'on a l'équipe, elle est bien, les clients, ils sont cool, les projets, ils sont là, et on peut voir sur le long terme. Ça serait, je crois, le premier gros objectif pour moi. À titre purement personnel, j'ai un rêve, moi, c'est de travailler à un moment, soit dans la communication du Premier ministre ou du roi, enfin, ou de la famille royale, quoi. Ah ouais. Et donc, je pense que je suis pas encore aujourd'hui prêt pour ça. Il me faut quelques années, il faut que je travaille encore un peu mon néerlandais et tout. Mais ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer, parce que pour moi, c'est la fonction suprême, quoi, tu vois. Et il y a même pas une question politique ou royaliste, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est aucun des deux. C'est la fonction suprême, et je me dis, waouh, si un jour j'arrive à, tu vois, à bosser dans cet univers-là, je crois que ça me fera vraiment kiffer. Après, c'est que je vais faire ça 3 ans, puis je vais vouloir passer à autre chose, donc je sais pas ce que je ferai après, mais ça, c'est un truc j'en parle souvent depuis ces dernières années, et moi, je suis très, tu vois, l'eau l'attraction, quoi. Donc, plus j'en parle, plus à un moment, il y a quelqu'un qui va me dire, bah écoute, ça tombe bien, parce que justement, moi, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un qui. Mhm. Puis ça va se faire, tu vois. Ouais. Mais voilà, en tout cas, l'appel est lancé, moi, ce serait mon kiff. Ça, je pense. Ouais, c'est marrant parce que finalement, ça a l'air assez carré, alors que tu as l'air quelqu'un justement qui tient pas en place, qui a plein d'idées, ou tu Ouais. aimerais aller faire bouger les choses peut-être, ou tu trouves peut-être qu'ils ont déjà une communication que tu trouves intéressante. Il y a toujours des choses à améliorer, c'est sûr. Tu vois, après, je peux pas aujourd'hui dire, ouais, moi, je révolutionnerai tout. On n'a pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe en coulisses. Mais c'est simplement, non, c'est purement le kiff de se dire, en fait, il n'y a pas plus haut, quoi. En fait, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, c'est ou bien un chef d'État, ou une chef d'État, ou bien la famille royale, quoi, tu vois. Et ça serait dingue. Après au-delà de ça, je sais pas. Moi, je suis un passionné de la communication. Comme je le disais tout au début, j'adore ce côté mise en relation, etc. Et je crois que je le ferai toute ma vie. Et ce sera peut-être dans un métier différent à un moment, mais ça restera ce côté communicant, quoi, en fait, dans tous les cas. Ouais. Ok, cool. Bah, Nathan, le temps passe super vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on Ah parle. ouais, merde. ok, T'imagines? 1 heure. Ce truc de dingue, quoi. Mille merci à toi d'avoir été le premier invité du Milkshake. Avec C'est plaisir. super cool. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont adorer tes conseils, ton histoire. Il On est temps de retient. le boire, quoi. Maintenant. Il est temps de le boire si t'es pas allergique. On retient bosser. Et franchement, tu as un parcours qui est hyper inspirant. J'espère qu'il y aura encore plein de choses et qu'on aura l'occasion encore de Bien sûr. se recroiser. Ouais. Et je pense que tu lances aussi un podcast. Ouais, tout à fait. Secret 2. Je sais pas quand je vais le lancer. Peut-être qu'il sera déjà lancé. quand Encore ça un projet. sortira. Exactement, mais apparemment, c'est bien de lancer des podcasts, non? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, Je mon te Dieu. dirai ce que ça donne. On essaye. Mille merci à toi en tout cas d'être venu, d'avoir été C'est mon toi. premier invité. Et encore une fois, je crois que je t'ai envoyé un message. 10 minutes après, tu m'as dit je viens. Voilà. Quand je le sens, j'y vais. T'as Quand vu je le sens pas, j'y vais pas. Je pense que là, c'est clair que tu avais raison et que Ouais. tu marches vraiment au feeling. Ouais, C'est cool. exactement. Mille merci à toi en tout cas.